Voilà. Bien, Bertrand, je te cède la parole. Merci Jean et bonjour à toutes et à tous. Alors, il a été fait une allusion au fait que je devais me présenter, donc je vais le faire très vite, mais beaucoup d'entre vous me connaissent. Donc, puisque j'ai quelques fois siégé en face de ici à votre place. Donc, je suis premier adjoint au maire de Claye depuis quelques années. J'ai eu une carrière professionnelle dans les différents cabinets des présidents de conseils généraux du département de l'Isère jusqu'en 2001. Je suis président d'un syndicat de rivière qui regroupe 3 communes, donc on gère un cours d'eau, c'est du pratico-pratique, et on a affaire tous les jours aux contraintes normatives qui polluent la vie publique locale. Et puis je suis également président du plus gros syndicat départemental, puisque c'est un syndicat qui compte plus de 500 communes, qui est le syndicat des énergies de l'Isère, qui est l'autorité concédante des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, et qui donc est l'autorité concédante qui a la gestion de la concession, qui gère vos réseaux d'électricité, puisque les communes sont propriétaires des réseaux de distribution publique d'électricité et de gaz, et qu'il y a un concessionnaire qui, pour l'électricité, s'appelle, dans 95% des cas, ERTF, qui fait beaucoup de publicité en ce moment, dont vous avez dû entendre parler avec le compteur Linky, et avec, bien entendu, le gaz. Donc c'est une structure intercommunale qui est méconnue du grand public, parce qu'on n'a pas vocation à travailler vis-à-vis du grand public. Notre clientèle, entre guillemets, c'est les communes. Et donc je suis en contact régulier avec toutes les communes du département de l'Isère, et c'est un vrai plaisir de présider cette structure qui est la plus grosse, qui est le plus gros syndicat intercommunal du département. Voilà. Alors bon, je suis un libéral historique. J'ai eu aussi dans le passé des responsabilités à l'UDF. J'étais président des Jeunes Giscardiens du département de l'Isère dans les années 80, qui sont des années difficiles. Et donc je suis toujours très impliqué dans la vie locale lorsque cela est possible. Alors, quand Jean m'a proposé de faire une petite intervention devant vous, c'est vrai que la question du thème a été relativement délicate pour moi à gérer, parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on peut intervenir, et devant une assemblée aussi docte que la vôtre, il fallait essayer d'être dans un sujet qui était intéressant. Et donc j'ai choisi le sujet qui consiste à dire quelle peut être la place des libéraux dans la vie, dans la recomposition à laquelle on assiste aujourd'hui. Et il y a tellement de capacités d'entrée sur ce sujet que je prétends pas du tout à l'exclusivité, à l'exhaustivité, mais je vais vous livrer quelques réflexions qui sont les miennes, appuyées sur des lectures et appuyées sur des sujets d'actualité qui sont bien entendu discutables, et pour moi c'est un honneur de parler en face de Michel Martouré, qui a quand même marqué de son sceau intellectuel les sujets qui vont nous intéresser ce soir. Alors très vite, bon, il fait aucun doute aujourd'hui qu'on vit une véritable recomposition. Alors elle est politique au sens large du terme. Elle est d'abord géostratégique, c'est pas la peine de vous expliquer pourquoi. On est en train de changer de monde, le terrorisme est en train de s'installer, on assiste à la fin des blocs, l'Union soviétique c'est fini, il reste plus que la Corée du Nord, même Cuba est en train de tomber, et puis on a l'émergence de tout ce qui est les pays émergents, qui sont un vrai sujet dans l'équilibre géostratégique du monde. Cette recomposition, elle est également économique, inutile de le dire, raréfication de l'argent public. En tant qu'élu local, je peux vous dire que la gestion d'une commune aujourd'hui, ça n'a rien à voir par rapport à ce que c'était il y a 30 ans, ou il y a même 20 ans. Aujourd'hui, quand on monte un budget dans une commune, on en est à compter les ramettes de papier, combien coûte le photocopieur et les tailles-crayons. J'exagère, mais on est à peu près là-dedans. Et ça, c'est un mouvement qui est structurel, et c'est un mouvement qui va impacter considérablement la vie locale, et vis-à-vis desquels, nous les libéraux, on a quelque chose à dire et à proposer. Les déficits, c'est pas la peine d'y revenir, vous connaissez tous la situation. L'absence de réformes structurelles. Aujourd'hui, on le paye de manière très chère parce qu'on n'a pas
réussi, on n'a pas osé les faire à une certaine époque, notamment dans les années 90, où le taux de croissance nous permettait de les faire sans trop de difficultés. Après, cette recomposition, elle est sociale, c'est pas la peine aujourd'hui d'y revenir, l'actualité le montre bien. On est dans un psychodrame absolument tétanisant autour de tout ce qui est le dialogue social en France. On ne peut plus réformer dans le domaine social. On est bien entendu loin du plein emploi, et en tout cas du modèle de plein emploi que d'autres pays de l'OCDE et de l'Europe peuvent incarner. Et puis, bien entendu, cette recomposition, elle est également et surtout, elle se manifeste bien entendu sur le plan électoral, augmentation des votes extrémistes, augmentation de l'abstention, et donc une absence de résultats qui se ressent très concrètement vis-à-vis des électeurs. Une des raisons du vote vis-à-vis des extrêmes et de cette abstention, c'est parce que l'électorat au sens large ne ressent pas les résultats que à chaque élection les hommes politiques promettent d'apporter et de mettre sur la table. Et donc il y a comme une démonétisation de la parole publique. La parole publique n'apparaît plus crédible vis-à-vis de l'opinion. Et pour ajouter à cela, le phénomène de la globalisation et de la mondialisation qui engendre une colossale impuissance publique, ou en tout cas qui donne l'impression à la puissance publique d'être impuissante. La conclusion que je veux tirer de ce mot introductif, c'est de dire que nous vivons une grande complexité globale, où la globalité elle est mondiale, et où les actes et les décisions prises par les élus dans tel et tel pays ont une répercussion, ou peuvent avoir une répercussion directement à l'échelon planétaire. Et cette complexité globale, c'est un nouveau paradigme pour les élus et pour les acteurs publics. Parce que ça veut dire que les outils qui étaient pertinents il y a 30-40 ans ne le sont plus. Et donc il faut qu'on invente de nouvelles réponses. Et donc la question que je me posais par rapport à cette situation de constat autour de cette complexité, c'est de dire quelle est la place des libéraux. Y a-t-il une place pour les libéraux pour répondre à cette situation? Alors, deux précisions en liminaire sur le terme libéralisme. Il y a plusieurs manières de raisonner autour du mot libéralisme. Moi, j'ai pris le choix ce soir d'aborder plus le libéralisme sous l'angle historique, à savoir l'angle philosophique. Et non seulement économique, dans lequel nos détracteurs ont souvent la tentation de nous enfermer en disant le libéralisme c'est quelque chose d'affreux parce que économiquement c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, etc. Et donc il ne faut pas perdre de vue que l'origine de la philosophie, l'origine du libéralisme, c'est avant tout une dimension philosophique. Une citation de Raymond Aron qui me paraît bien résumer ça, en 1960, il disait « Ce qui caractérise en profondeur le libéralisme authentique d'aujourd'hui, c'est une représentation du monde, une philosophie. » Alors, plus récemment, Alain Laurent, il a défini lui aussi le libéralisme, il a dit « C'est une philosophie morale de la responsabilité individuelle et des justes droits dans l'égale liberté individuelle de tous. » Voilà. Ça donne aussi la vision globale de ce que c'est que le libéralisme. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut affirmer par extension et analogie que la philosophie libérale englobe le libéralisme économique, qui en est une des composantes, et non la seule. Donc c'est très important d'avoir cette vision globale du libéralisme et de se dire que dans le libéralisme en tant que philosophie, il y a le libéralisme économique. D'ailleurs, si on cite Bastiat, puisqu'on ne peut pas omettre d'en parler, il a défendu la liberté de transaction globale avant de la qualifier de libérale. Il a très peu employé le mot de libéral. Il parlait de la liberté de transaction globale, en 1850. Tocqueville, il n'use que 2 fois du qualificatif de libéral dans La démocratie en Amérique, 1835. Il faut attendre l'essai sur les limites de l'action de l'État de Humboldt, en 1860, pour voir apparaître la première apparition de l'objectif de la conjonction de la défense de la liberté politique et de la liberté économique. Donc on est véritablement autour d'une synthèse qui est politique et économique,
autour du primat de la liberté individuelle et de la limitation de l'État. Alors après, il y a deux petites interrogations sur le positionnement politique du libéralisme, est-ce qu'il est de droite ou de gauche? Alors en fait, on s'aperçoit qu'il y a, même si les valeurs défendues par le libéralisme sont majoritairement des valeurs de droite, on s'aperçoit que historiquement, il y a eu des responsables intellectuels, politiques et philosophiques qui ont porté les valeurs du libéralisme tout en étant à gauche. Bastiat, par exemple, quand il était député, siégeait à gauche. Bon. Ensuite, il y a une grosse distinction. Ouais, tu pourras y revenir. Il y a une grosse distinction entre, et moi je vais m'en tenir à la distinction classique du libéralisme avec les néolibéraux. Ce qu'on va dire les néolibéraux, je ne ferai pas allusion aux ultra-libéraux et aux libertariens, parce que là on peut rentrer également dans une autre catégorie de discussion, et on pourrait y rester longtemps. Donc moi la thèse que je voudrais vous démontrer ce soir par rapport à ce schéma, c'est de dire que oui, les libéraux ont un rôle majeur à jouer aujourd'hui dans cette recomposition, mais que ce rôle va s'exercer autour de fortes incertitudes quant à la mise en œuvre opérationnelle de cette fonction. Et donc, dans un premier temps, je voudrais donc essayer de vous démontrer en quoi ce rôle peut s'exercer. Premier élément, l'échec des politiques constructivistes, de droite comme de gauche. Il est patent. Cet échec est patent, c'est pas la peine d'en reparler. Mario Vargas Llosa avait une phrase qui me semblait bien résumer cet échec. Il souligne la dimension d'incompatibilité entre la politique telle que la pensée, les intellectuels, l'attente des citoyens, la conçoivent ou la rêvent, et la réalité avec laquelle elle s'exerce. C'est ce que je disais tout à l'heure dans cette souffrance de l'opinion vis-à-vis de l'absence de résultats de l'action publique. Cette absence de résultats, elle est crûment ressentie aujourd'hui. Ensuite, l'échec des politiques constructivistes, le fiscalisme, les prélèvements obligatoires. On a aujourd'hui en France 58,6% du PIB affecté aux dépenses publiques, ce qui est absolument énorme. L'inflation des normes, de toute nature, qui paralyse l'action publique, le chômage, etc. Et puis, bien entendu, l'échec de la gouvernance collective et planificatrice que l'on constate depuis des années. Pascal Salin l'a dit et le dit régulièrement, ce qui détermine la croissance, ce sont les actes innombrables de millions de personnes, qui décident de faire des efforts, d'épargne, d'investissement, de travail, pour améliorer leur situation. Mais leurs décisions dépendent du rendement de leurs actions et des risques qui y sont attachés. Autrement dit, ce n'est pas l'espace collectif en tant qu'entité abstraite qui a cette capacité de décréter la croissance, c'est l'action individuelle de chacune des personnes et des individus et des consommateurs et des acteurs citoyens. Et donc ça, c'est quand même très important de le rappeler parce que c'est une base de la pensée libérale. Et puis bien entendu, cet échec de la gouvernance collective et planificatrice a été souligné par Hayek dans La route de la servitude, dans le chapitre Planisme et règles de la loi. Enfin, rappeler que dans le contexte de la mondialisation, la France perd tous les jours du rang. On est le 123e pays dans le domaine de la liberté économique. Et on vit douloureusement cette incapacité que nous avons à vivre, comme d'autres pays le font, cette entrée dans la mondialisation. Luc Ferry a eu une phrase intéressante. Il a dit dans son dernier bouquin « La révolution transhumaniste », les leviers des politiques nationales ne lèvent plus grand-chose. Les citoyens le sentent et cette impuissance est le véritable ressort de Nuit debout, comme de la montée du Front National qui capitalise bien davantage sur elle que le supposé racisme de ses électeurs. Voilà. Ensuite, l'autre élément qui vise à démontrer que les libéraux ont un rôle à jouer, c'est incontestablement le fait que les libéraux ont des réponses à apporter aux problèmes de la société. Mais que, historiquement, et depuis longtemps, jamais les libéraux n'ont véritablement exercé le pouvoir.
On a toujours été dans des gouvernements qui ont été des gouvernements de consensus, ou des gouvernements de coalition, ou des gouvernements où il y avait des alliances qui réduisaient considérablement l'éventuelle portée des décisions libérales qui pouvaient être prises. Et donc aujourd'hui, les libéraux n'ont pas encore exercé le pouvoir en France. En 88, quand Alain Madelin s'est présenté à l'élection présidentielle, il a fait moins de 5% des voix. Pour un pays comme la France, qui est quand même... Bon, c'est bien le signe qu'il y a quand même une difficulté à ce niveau-là. Alors, la réponse des libéraux, c'est une capacité de dérégulation, mais qui vise à maintenir une régulation optimum. Trop de dérégulation tue la régulation. Et cette régulation, elle encadre globalement le jeu des acteurs, et elle laisse le choix dans cet encadrement aux acteurs de manifester, et de se manifester à l'optimum de leur capacité. Autrement dit, cette capacité de régulation du pouvoir public est une capacité de régulation qui n'intervient pas dans tous les actes de la vie économique. Et ça, c'est très important du point de vue notamment de la vie des entreprises. Les libéraux proposent par exemple des projets importants comme la flat tax, qui sont des sujets, des propositions nouvelles, vis-à-vis de la protection sociale, avec une capacité nouvelle et plus moderne de gérer une protection sociale qui soit performante et qui soit plus réaliste à porter financièrement. On a également le revenu universel, dont l'idée a été lancée à l'origine au tout début par Milton Friedman avec l'impôt négatif dans Capitalisme et Liberté en 62. Et puis on est pour, les libéraux proposent bien entendu un autre rapport à l'argent, dans le sens de dire que l'argent n'est pas, gagner de l'argent c'est pas une honte, c'est quelque chose de nécessaire pour l'activité et pour la redistribution, sachant que bien entendu, plus il y aura de riches, moins il y aura de pauvres. Voilà, donc les libéraux ont un discours à apporter. Et puis, sur le plan toujours philosophique, parce que au niveau économique, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais sur le plan philosophique, les libéraux prônent des institutions de liberté, qui donnent la chance à l'inconnu de se manifester. C'est la grande théorie de John Rawls. Et puis, elle a été reprise par Kirchner, que nous avions entendu à Aix-en-Provence, et qui m'avait fortement impressionné, dans le sens où il avait défendu l'idée de cette liberté d'entrée pour les entrepreneurs vis-à-vis du marché, et donc l'idée qu'il y a des plus-values considérables à apporter au système économique dès lors qu'il y a la liberté des acteurs d'entrer dans un système économique. Autrement dit, la lutte contre le protectionnisme est nécessaire si l'on veut créer du dynamisme économique et créer des emplois. Donc c'est le rôle de l'entrepreneur et de la société civile. Moi j'ai appelé ça la théorie de la porte ouverte. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la capacité que tout le monde a de dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte entrouverte. Et donc il faut avoir le courage d'ouvrir la porte, de regarder derrière, et on crée, en ouvrant cette porte, on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas, dès lors qu'on n'avait pas eu le courage et la capacité ou la volonté de la franchir. Et donc c'est cette dimension progressiste et réformiste et pleine d'initiatives qui est capable de dynamiser la vie économique. Et puis, l'autre idée autour de des réponses des libéraux, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vit quand même une période exceptionnelle. On parle de plus en plus des libéraux et du libéralisme aujourd'hui, en ce moment. Il y a eu la une de Challenge que vous avez peut-être vue il y a quelques jours, où on parle de la nouvelle pensée libérale. On parle de Thomas Lane, qui vient de sortir un dictionnaire amoureux des libertés. On parle de Gaspard Koenig, qui a été le porte-plume de Christine Lagarde. Et on parle de Robert Rivaton, qui est un jeune économiste libéral qui est en train d'émerger et qui vient de rejoindre le staff présidentiel, enfin de la candidature présidentielle de Bruno Le Maire. Donc on est véritablement dans une émulation intellectuelle autour des idées libérales. Il y a eu un sondage en Valeurs Actuelles il y a quelques jours qui est assez illustrant vis-à-vis de l'électorat de droite. On en est, attendez, il est là, dans les valeurs qui sont citées dans les valeurs de préférence,
vous définiriez-vous comme, avec plusieurs possibilités de réponse, le mot libéral est en tête, 70%. Les gaullistes, 70%. Et après, on arrive à nationaliste, 63%. Voilà. Donc c'est pour dire que le mot libéral n'a plus la même, enfin ne semble plus, aujourd'hui, avoir la même consonance négative qu'il avait il y a de cela encore quelques années. Et puis maintenant, être traité de libéral, c'est quelque chose qui rentre un peu dans le jeu commun, du jeu politique. J'ai vu dernièrement une petite intervention de Madame Dornano, la leader locale du Front National, que beaucoup connaissent. L'ex-leader, elle l'est plus. Enfin, je l'ai. Ah voilà. Elle a été démissionnée par Marine parce qu'elle est allée à la manifestation du père. Ah, mais je savais pas. En tout cas, c'est un truc que j'ai vu dans le Dauphiné du 9 avril, donc c'est tout récent. Et elle dit. Ah non, c'est pas elle, c'est Bernard Monod, qui est un député Front National. Donc elle dit Bernard Monod fustige les instances européennes aux ordres de Washington en plongeant tête baissée vers le libéralisme et le mondialisme ont tué le capitalisme. Voilà. Donc on est dans cette phase. Les libéraux sont un peu sur le gris. Puis le troisième élément, et il est à mon avis le plus important de ce que les libéraux peuvent apporter aujourd'hui, c'est le plus fort en termes de portée philosophique et politique, c'est le fait de rappeler que l'aspiration à la liberté correspond à l'état de nature, ou à l'ordre spontané. L'état de nature étant une notion antique, enfin qui remonte à l'Antiquité, et l'ordre spontané étant la notion un peu plus actuelle. Je parle sous le contrôle de Michel, parce que c'est quand même important. Alors, du Cénacle. Avec ces trois composantes de la liberté, du libéralisme, la responsabilité individuelle, la propriété individuelle, l'état minimum, qui garantit une efficacité maximale face à la complexité. La complexité qui ne fait que se développer, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Et avec cette idée absolument centrale qui consiste à rappeler que la primauté de l'intérêt individuel sert le collectif. Et on a cette identification de l'apport de la liberté qui correspond à l'état de nature, notamment historiquement, la première apparition c'est chez les stoïciens qui faisaient la distinction entre ce qui dépendait de soi, de sa propre responsabilité personnelle, de son comportement personnel, de sa vertu, donc de sa responsabilité, et ce qui ne dépendait pas de soi. Et à l'époque, ce qui ne dépendait pas de soi, c'était le cosmos. C'était tout ce qui appartenait à l'ordre divin, métaphysique, qui ne dépendait pas de la personne humaine. Et donc on a cette première distinction chez les stoïciens. Puis ensuite, bien entendu, Hayek l'a rappelé, et c'est une phrase qui est absolument centrale, qui consiste à dire que, et vous la connaissez tous, l'individualisme est un processus d'humilité à l'égard du processus social, compte tenu de la complexité de ce même processus social, repris par Locke et Mandeville. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cet état de nature, c'est que les théoriciens ont bien compris qu'on ne pouvait pas défendre de manière abrupte et totalement isolée cette conception des choses et qu'il fallait l'adjoindre à des valeurs. C'est-à-dire que ces valeurs jouaient le rôle de la responsabilité individuelle, contribuaient à la responsabilisation individuelle de l'individu. Donc c'est pour ça que ces valeurs, elles ont pris plusieurs formes. J'appelle ça la trilogie liberté, état de nature et valeurs. Alors elles peuvent prendre des formes religieuses, d'ailleurs qui sont, pour certains d'entre elles, rejetées et pour d'autres qui sont mises en exergue. La valeur la plus connue, c'est le dollar. Il y a marqué « In God we trust ». Bon, autrement dit, on associe au capitalisme flamboyant la valeur directement religieuse. Après, ça a été Adam Smith qui a mis en exergue la tentation, enfin la nécessité de ne pas... qui indiquait déjà que l'entreprise
enfin qui s'inquiétait, qui critiquait, pardon, l'entreprise du doux commerce dans laquelle il voyait déjà le risque d'abaissement généralisé de la grandeur humaine. Autrement dit, il ne fallait pas avoir une dimension unilatérale et unidimensionnelle du développement de l'économie en termes de liberté, qu'il fallait lui adjoindre quelque chose, donc on risquait d'aboutir à un doux commerce, c'est-à-dire quelque chose de relativement négatif. Et d'ailleurs, ça a débouché sur une grande théorie qui avait été portée à l'époque par Bill Clinton, qui, en 92, qui pensait que la prospérité matérielle, à travers le capitalisme, à travers le développement des libertés, devait déboucher automatiquement sur l'élargissement du camp démocratique des libertés. Donc, à chaque fois, on a essayé d'adjoindre une dimension éthique, en tout cas autour de valeurs qui pouvaient accompagner le développement des libertés. Bien entendu, en ce qui concerne la prospérité matérielle à laquelle Clinton faisait allusion, elle s'est heurtée, bien entendu, autour du 11 septembre, puisque, comme vous le savez, les choses n'ont pas été comprises de la même manière partout. Alors, si on revient un peu avant, Bastia, il a plusieurs fois souligné la nécessité, dans la dimension de l'entreprise et du développement, de la qualité et de l'éthique individuelle. Alors quand on n'est pas sur des valeurs religieuses, on peut être sur des valeurs d'éthique. C'est-à-dire quel est le comportement d'éthique que l'on peut apporter dans sa dimension. Max Weber a été le premier à établir directement une règle autour de l'éthique conjointe du protestantisme et du capitalisme. Donc ça fait partie des grands sujets. Et Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, a écrit que ce qu'il fallait à une société pour réussir, c'était des valeurs religieuses et la confiance. Bon, autre exemple, Fustel de Coulanges, la religion, c'est le fondement de la propriété privée. Donc on est toujours dans cette recherche de dire on ne peut pas faire développer le libéralisme et le capitalisme sans avoir une valeur une valeur qui peut être religieuse ou qui peut être autrement, mais en tout cas, ou d'éthique, qui peut l'accompagner. Jean-Paul II, dans son encyclique Centesimus Annus en 90, c'est une encyclique qui est dédiée au mérite de l'initiative privée et du développement de l'entreprise. Bon, c'était juste après la chute du mur de Berlin en 89. Mais ça prouve bien qu'il y a cette relation très forte qui existe. Voilà donc pourquoi, de mon point de vue, les libéraux ont quelque chose à apporter à la société moderne et aux difficultés qu'elle connaît à travers ce qui est l'héritage de cet état de nature qui est consubstantiel à l'être humain depuis fort longtemps. Alors, ça c'est un peu la version idyllique théorique des choses. Puis il faut reconnaître qu'il y a des incertitudes très fortes qui pèsent sur la mise en œuvre opérationnelle de ce schéma. Avec, il y a plusieurs questions à se poser, mais deux questions majeures. La première question, est-ce que nous sommes en mesure de nous désintoxiquer de l'État ? L'État a pris une telle dimension dans la vie citoyenne que cette question, elle est complètement vraie. Montesquieu a été le premier à la poser. Un État est libre quand le pouvoir y arrête le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir arrête le pouvoir ? La question se pose. Je n'ai pas la réponse. Anatole France avait eu cette phrase « Si la République gouverne mal, je lui pardonne de gouverner mal, parce qu'elle gouverne peu. » On était au début du siècle. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire cette phrase-là, puisque, bien entendu, la République gouverne tout. Et la République et le pouvoir politique est rentré dans tous les interstices réglementaires, normatifs de la vie de tout le monde. Et donc, cette désintoxication, elle est très difficile à ce niveau-là. D'autant qu'on est dans un système où le phénomène de la redistribution sociale au sens large vient créer des affiliations très fortes sur le plan économique et financier. Alors j'en viens bien entendu à une grande théorie que vous connaissez tous, la théorie des insiders et des outsiders, avec ce que j'appellerais moi après la théorie de la porte ouverte de Kirchner,
la théorie de l'élastique. On est dans un système où, puisque la République gouverne dans tous les domaines, elle fait fonctionner un élastique où d'un côté il y a les insiders et de l'autre côté les outsiders. Les insiders, ils ont la chance d'être dans le système et ils ont 10 000 occasions, ils ont 10 000 raisons de vouloir provoquer des révolutions parce qu'ils sont pressurisés fiscalement, ils travaillent de plus en plus et ils sont très contraints. Mais ils ne font pas la révolution parce qu'ils se disent j'ai au moins la chance d'être dans le système. Et vous avez de l'autre côté de l'élastique, les outsiders, donc tous ceux qui ne sont pas dans le système et qui, à un titre ou à un autre, reçoivent les prestations sociales de l'État, qu'ils redistribuent, et eux qui ont aussi toutes les raisons de faire la révolution parce qu'ils se disent on n'est pas dans le système, c'est scandaleux parce qu'on aimerait bien y être, mais qui ne font pas la révolution parce qu'ils se disent on a au moins la chance, tout en étant en dehors du système, de recevoir quelque chose. Et donc on ne sait pas, si on fait la révolution, qu'est-ce qui se passera après. Et donc le jeu des gouvernants aujourd'hui, et je dirais de toutes les social-démocraties avancées en Europe et dans le monde, c'est de faire jouer cet élastique pour faire en sorte que, en fonction des consultations électorales, des rendez-vous électoraux et des opportunités économiques et financières et autres, cet élastique ne casse pas. Autrement dit, dans un sens, parfois, on tend l'élastique d'un côté en donnant un peu aux autres, et dans l'autre sens, on tend l'élastique chez les uns pour en donner un peu aux autres. Et on est depuis des années dans ce système de l'élastique. Et aujourd'hui, on sent bien, tout le monde sent bien qu'il n'est pas loin de casser. Mais il n'a pas encore cassé. Et aujourd'hui, le jeu de François Hollande, c'est de faire en sorte qu'il ne casse pas jusqu'à la présidentielle. Et dans le langage qui est en train de se développer en disant ça va mieux, c'est le fait de dire faites pas la révolution, vous voyez, ça va mieux. Vous ça va mieux. Bon. Donc, on est typiquement là-dedans. Et pardon ? Oui, il n'y a pas que lui. Oui, non, mais je dis ça parce que c'est son discours. Et donc, par rapport à ce phénomène de l'élastique, c'est pas évident de dire on va changer de paradigme, on change de système. Parce qu'on change complètement de culture politique, on change complètement de comportement individuel. Et finalement, dans cette affaire, malgré le coût social, malgré le coût financier, le coût budgétaire et le coût humain en termes de gâchis, le jeu, il arrive quand même à fonctionner bon an, mal an. Mais à quel prix et dans quelle douleur? Voilà. Alors, Luc Ferry a aussi une approche là-dessus, autour de la régulation, puisque il insiste également sur l'inégalité face à la régulation, si j'arrive à retrouver mon papier. Voilà. Donc il dit que ça c'est important parce qu'on est dans le développement de l'ubérisation, etc. Donc les particuliers n'ont pas, c'est Luc Ferry qui parle, les particuliers n'ont pas ces obligations, ce qui crée une situation de concurrence déloyale qu'il va falloir réguler. C'est également du dumping social car la robotique liée à l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs un sujet qui va démarrer, enfin qui est en train de monter en puissance de manière exponentielle et qui va considérablement modifier les rapports humains, car la robotique liée à l'intelligence artificielle fait de plus en plus se faire aux particuliers du travail sans charge sociale. Nous n'allons pas vers la fin du capitalisme, mais vers un supercapitalisme accompagné de dérégulation, de marchandisation et de dumping social. Les avantages sont énormes, les dangers aussi. Voyez l'exemple des taxis. Quel modèle politique de régulation souhaitons-nous mettre en place? Il serait, à mon sens, absurde d'interdire les initiatives nouvelles qui rendent des services incontestables. Il faut donc trouver un compromis juste. Quelque part, on retombe dans cette théorie de l'élastique, et en même temps, il est dans la théorie de la porte entrouverte de Kirchner en disant il faut qu'on aille au bout de la logique de découverte. Alors, après, dans la question de dire comment on peut se désintoxiquer, est-ce qu'on peut se désintoxiquer de l'État, il y a bien entendu le rôle qui nous intéresse tous autour du grand rendez-vous de la présidentielle de 2017.
Donc, ce qui est curieux au niveau des candidats des Républicains, c'est que cette fois-ci, ça y est, tout le monde affiche un libéralisme décomplexé. On aurait aimé que ce fût le cas lorsque les uns et les autres étaient aux responsabilités. On a quand même des... Alors, je ne parlerai pas d'Alain Madelin, mais dans la lignée d'Alain Madelin, on a quand même des candidats qui affichent un peu plus leur libéralisme que les autres. Je veux citer Hervé Mariton. Oui. Voilà. Je veux citer, et c'est la dernière, enfin c'est la dernière candidature connue à ma connaissance, Ramayal, qui vient de déclarer sa candidature en dehors du système avec le soutien d'un tout petit parti qui s'appelle le Parti libéral, démocrate libéral ou libéral démocrate, qui est une candidature intéressante du point de vue intellectuel, j'entends, autour des idées libérales. Et il y a NKM qui, elle, a une démarche intéressante, puisque elle critique ceux qui font du libéralisme uniquement sur les questions économiques, et elle veut également être candidate pour les questions économiques, mais pour les questions également de société. Alors elle dit qu'elle préconise une cure libérale et des réformes refondatrices. Et puis elle est libérale sur les questions économiques, et elle entend faire la différence avec ses concurrents en se déclarant également libérale sur les questions de société. Le rôle du politique n'est pas de produire de l'ordre moral, estime-t-elle. Expliquer qu'il faut plus de liberté pour les entreprises tout en restreignant les libertés individuelles, c'est très chinois. Bon, ça veut dire que on rentre quand même progressivement enfin le libéralisme rentre progressivement dans le débat de la présidentielle. Et puis ensuite, alors je parlais des candidats, des libéraux affichés, ensuite on a les candidats qui sont un peu moins affichés, mais qui sont quand même, qui en parlent. François Fillon, qui parle de la rupture, de la nécessité de la rupture. Alors, je trouve que tout ce qu'il écrit est très intéressant. Quand on sait qu'il a été très proche de Philippe Séguin à une époque, Philippe Séguin, c'était pas un architecte du libéralisme. Et puis il y a également, alors ça c'est à gauche, il y a Macron qui est en train d'essayer de se prendre cette étiquette libérale. Alors c'est intéressant parce que quelque part, on pourrait se dire, libéraux de tous les partis, unissez-vous, il y aurait peut-être des petites choses à faire. Après, on a à gauche toujours un gars comme Philippe Aghion, qui vient d'être admis au Collège de France, qui vient d'écrire un bouquin qui est en train d'échafauder une nouvelle théorie dans la droite ligne de Schumpeter sur la destruction, une nouvelle théorie de la destruction créatrice, qui est l'anéantissement brillant des thèses défendues aujourd'hui par Martine Aubry, et Philippe Aghion est un économiste plutôt marqué à gauche. Voilà. Ensuite, l'autre sujet autour de la présidentielle, c'est que François Hollande a sorti le carnet de chèques. Et donc, il est en train d'alimenter l'élastique auquel je faisais allusion tout à l'heure. Le demi-point pour les fonctionnaires, les 3 milliards pour EDF, le RSA pour les jeunes, les intermittents du spectacle, la prime aux instituteurs, le plan de soutien aux agriculteurs, le plan emploi-formation, et malgré tout ça, les frondeurs, ils ne sont pas contents. J'ai vu qu'il y avait un député frondeur qui s'appelle Amir Hashmi, ou quelque chose comme ça, qui a quitté le PS, et donc on est véritablement dans un éclatement de la majorité, si on peut parler de la majorité. Et puis, dans les éléments qui sont insidieux autour de cette préparation de la présidentielle, mais qui datent déjà depuis quelque temps, et vis-à-vis desquels on n'a pas de données très claires, mais on sait que ça crée beaucoup de dommages, c'est la fuite de nos cerveaux. Hein. On a de plus en plus de jeunes cerveaux qui partent à l'étranger parce qu'eux, ils ont intégré la conviction qu'il n'y a pas d'avenir en France pour leur capacité professionnelle. Et ça me fait penser à une phrase de Benjamin Franklin, qui a été donc un des pères de la Constitution américaine, qui disait « Là où souffle la liberté, là est mon pays ». Voilà. Alors, la conclusion provisoire de ce chapitre sur la désintoxication de l'État, c'est de rappeler qu'il est plus facile pour un gouvernement d'augmenter la fiscalité que de l'alléger.
Ouais. On en a eu l'exemple quand Chirac avait eu la bonne idée de supprimer entre 86 et 88, pendant la période de cohabitation, l'impôt sur les grandes fortunes, qui allait devenir l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Ça a été une des principales raisons de son échec à la présidentielle de 88. C'est d'ailleurs lui qui l'a reconnu. Et puis, finalement, à travers le système que l'on vit, on en aboutit à ce que Raymond Aron disait le 6 août 68, donc juste après mai 68, je cite, « Toutes les révolutions françaises ont finalement transformé l'État et organisé la centralisation bureaucratique. » Et on est toujours dans ce phénomène-là. Voilà. Alors la deuxième question, après la désintoxication, c'est est-ce que nous pouvons nous réformer ? Michel y a fait allusion tout à l'heure, on vit sous l'emprise du poids des lobbies de toutes sortes et des syndicats, qui sont véritablement, à tous les échelons de l'État, en mesure de freiner les évolutions auxquelles on devrait pouvoir prétendre. Je ne reviendrai pas sur le psychodrame national de la loi travail, qui a bien illustré le jeu complètement négatif et pernicieux des syndicats, notamment ceux qui étaient proches de Martine Aubry, qui n'ont pas ménagé leur peine pour plomber tout le sujet. Mais on est également dans un tas d'autres sujets. Alors, je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez le RH 077 ? Bon, c'est pas un nouveau médicament, c'est le nom de code du statut administratif des agents de la SNCF, qui doit être refondé et qui doit être réformé, comme vous le savez. Et c'est à cause de ce RH 077 qu'il y a régulièrement des grèves à la SNCF, parce que les cheminots refusent qu'on remette en cause les avantages liés à leurs fonctions. Sachant que, comme vous le savez, pour conduire un TGV aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'ouvrir une trappe et puis de mettre toutes les 10 secondes une pelletée de charbon. Voilà. Ensuite, le poids de la fonction publique en France, 1 emploi sur 5 est un emploi qui dépend de la fonction publique. 1 emploi sur 5. La collusion entre entre un certain nombre d'outsiders et les syndicats, notamment la CGT. Par exemple, je cite, au Havre, la CGT a annoncé qu'elle bloquerait le port si l'on touchait un cheveu d'un étudiant, dans le cadre du problème des intermittents du spectacle. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qui est complètement bloqué. Sur la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, on vote une grande loi avec des grands principes qui consistent à dire qu'il faut créer et qu'il faut avoir 50% d'énergie nucléaire. Et puis qu'est-ce que fait Ségolène Royal ? Alors qu'on devait mettre le top départ au 1er janvier 2017, maintenant ce sera au 1er janvier 2019, donc après l'élection présidentielle. Et puis bien entendu, on a voté cette loi de manière dogmatique, sans concevoir et sans imaginer la somme financière que ça allait coûter à l'État pour, bien entendu, opérer le démantèlement auprès d'EDF des centrales nucléaires. Donc on est dans un système qui part devant sans regarder tous les éléments qui y sont liés. Et puis après, autour de la réforme, la capacité que nous avons à nous réformer, est-ce que le peuple français a la capacité de se réformer lui-même, psychologiquement et philosophiquement, par rapport à tous ces sujets ? Et ça aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors vous avez Michel Onfray, que tout le monde connaît, qui a des phrases un petit peu choc. À l'heure du consumérisme généralisé, on constate un effondrement de la spiritualité parce que le marché fait la loi et toute la loi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on continue à s'enfoncer dans ce système-là et on se complaît là-dedans. Plus sérieusement, il y a eu un bouquin qui est absolument magnifique de Rémi Brague, qui est sorti, qui s'appelle La Genèse de l'homme, et qui a bien démontré sur le plan historique depuis l'Antiquité
la manière avec laquelle l'homme ayant toujours cherché à dominer la nature en dehors des règles de la nature, à travers, en tournant le dos à la spiritualité, en tournant le dos aux valeurs fondatrices de l'homme, il a bien démontré que finalement l'homme a abouti à un échec. Et aujourd'hui, on est à peu près dans cette incapacité-là à subir des réformes et à engager les réformes qui sont nécessaires pour que l'homme soit à la hauteur de cette réforme, cette capacité de se réformer. Alors, vous avez compris que sur ces deux questions, la désintoxication et la réforme, je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter, mais je vous laisse juge. Mais on voit bien l'immensité du chantier. On voit bien l'immensité du chantier. Alors, quand même, quelques pistes d'espoir. Et là, je sais que je vais avoir un point de vue qui risque de ne pas rencontrer votre agrément, mais je vais essayer de le défendre. Le rôle de l'Union européenne. Alors certes, l'Union européenne, pour certains, c'est un outil bureaucratique, c'est un outil administratif, éloigné de tout, éloigné de nos préoccupations démocratiques, éloigné de notre capacité à vivre dans la proximité. En même temps, c'est une structure qui nous incite à lutter contre les déficits. C'est une structure qui favorise, qui pousse à l'égalité homme-femme dans les textes de loi. C'est une structure qui nous invite à induire dans les textes de loi que nous sommes appelés à voter une concurrence juste. Et donc, il me paraît que, indépendamment des aspects bureaucratiques sur lesquels on peut discuter, il me semble que, ne serait-ce que sur la question des déficits, vous vous rappelez les 3% du déficit de Maastricht, il me semble que c'est un garde-fou, en quelque sorte, vis-à-vis duquel on pourrait profiter pour pouvoir pousser les réformes libérales dont nous avons besoin. Imaginez 30 secondes ce qui se passerait en France s'il n'y avait pas eu l'Europe qui nous disait « Attendez, vous ne pouvez pas dépasser les 3% de déficit ». Imaginez ce qui se passerait. Il n'y aurait pas de règles, mais on aurait franchi depuis longtemps les 3%. Et on serait dans un processus qui serait sans fin. Tandis que là encore, on a encore de temps en temps l'Europe qui dit attendez, vous pouvez pas, vous devez faire attention, et parfois on se fait taper sur les doigts, et nos gouvernants rentrent de Bruxelles la mine défigurée en disant il faut qu'on fasse des efforts, et heureusement, parce que sinon on serait dans un système qui irait complètement à volo. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'Europe est une chance pour impulser et soutenir une politique libérale. Et puis après, Hayek y a fait allusion. Il faut avoir une approche incrémentale des institutions, autrement dit, ne pas multiplier les structures européennes, mais avoir une approche qui parte de l'existant par rapport aux structures nationales. Voilà, alors ça paraît également une vision libérale de la construction de l'Europe, autour de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est un concept à l'origine européen, et qui est tout à fait positif pour la gestion de nos collectivités, puisque si on avait plus de subsidiarité dans les différents échelons de collectivités locales, on économiserait de l'argent, on n'aurait pas des financements croisés, on aurait des compétences qui seraient beaucoup plus ciblées entre les collectivités. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. La récente loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République de l'année dernière, a quand même relativement calé les choses à ce niveau-là, mais ce n'était pas par ambition politique, c'était parce qu'on ne pouvait pas continuer comme avant à donner une compétence générale à tous les niveaux, à tous les échelons de collectivité. Aujourd'hui, seule la commune garde sa clause de compétence générale. Les départements qui devaient, je vous le rappelle, disparaître à l'origine de la loi, gardent une clause, n'ont pas la clause de compétence générale, ils ne peuvent intervenir que dans les domaines qui sont fixés par la loi, ainsi que la région qui n'intervient que dans les domaines qui sont fixés par la loi. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif, parce que ça va éviter ce qui a été le tonneau des Danaïdes dans la gestion des collectivités locales, à savoir les financements croisés qui faisaient qu'il n'y avait pas un projet qui pouvait sortir à l'échelon territorial si le département, l'intercommunalité, la région et la commune ne mettaient pas son obol. Donc là, on va arriver à un système un peu plus vertueux où la question des financements pourrait être mieux gérée. Mais bon, ceci pour dire que l'Europe peut être une chance pour pousser des idées libérales
et les mesures libérales qui sont nécessaires. Voilà, alors, bien entendu, nous, ce qui nous gêne dans l'Europe, du point de vue d'une partie de la gauche, c'est que l'Europe, elle va essayer de nous tirer vers le haut. Et bien entendu, la gauche ne veut pas, la gauche aimerait plutôt que le nivellement se fasse par le bas. Et donc, on est dans la loi de l'attraction universelle, qui avait été décrite par Bastiat dans Harmonie économique, qui veut que tout va vers le bas au détriment de la créativité. Et un des enjeux des libéraux aujourd'hui en Europe, c'est de faire en sorte que cette loi de l'attractivité universelle ne s'applique pas et qu'on puisse tirer les politiques vers le haut. C'est-à-dire que la vertu économique soit valorisée à l'échelon européen et que ce ne soit pas le laxisme économique. Voilà. Et ça, c'est Bastiat qui a été le premier à conceptualiser cette idée-là, qui est très forte. Voilà, j'en conclus pour dire là-dessus que le libéralisme sera moderne et de son temps. Et que ce qui est peut-être une chance, c'est que le principe de réalité s'imposera à terme. Mais dans quelles conditions? Le risque de la guerre civile, le choix que l'on a fait en France d'un chômage important, donc le choix des outsiders par rapport aux insiders. Et puis, quelle va être l'influence du big data, de l'ubérisation dans tout le mode de fonctionnement de notre société et de l'accélération du pouvoir d'accès à la connaissance. On est dans quelque chose, on est au début de quelque chose dont on n'ignore pas la portée encore. Hein. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont devant nous. Alors, dans les pistes d'espoir, finalement, qu'est-ce qui a manqué au libéralisme français? Plusieurs choses. Sans doute, on n'a pas eu ce qu'a été Maurras au monarchisme. On n'a pas eu un grand penseur qui a occupé pendant un certain nombre d'années le devant de la scène médiatique et politique pour pouvoir porter ce que c'était que les idées libérales. Alain Madelin aurait pu le faire, mais j'ai fait allusion au score de 88 qui l'a empêché de continuer la vie politique. On a eu des tentatives sporadiques à travers la création, à partir de 1978, de l'UDF, qui prônait donc un libéralisme, alors je vais vous le dire exactement, si j'arrive à retrouver, une économie libérale de marché à forte dimension sociale, mais qui n'a pas pu donner la plénitude de sa capacité compte tenu du tir de barrage incessant qu'a fait le RPR dans les votes à l'Assemblée, notamment sous la mandature de Raymond Barre. Et puis aujourd'hui, on a probablement en grande partie, majoritairement chez les Républicains, cette dimension, cette tentation libérale qui existe, mais elle reste à concrétiser parce que on a quand même chez les Républicains, et j'ai rien contre eux parce que je les fréquente, ce sont des gens tout à fait respectables, mais on a quand même ce vieil héritage étatiste lié au RPR de l'époque qui reste profondément ancré sociologiquement et politiquement dans les valeurs de l'État et dans le renforcement de la valeur de l'État. On a sans doute plus de libéraux à l'UDI, mais là aussi, entre les radicaux les uns et les autres, il faut que l'essai soit transformé. Voilà. Donc il manque aujourd'hui une grande formation, sans doute politique, libérale, qui est capable de porter ce projet. Et puis ensuite, la dernière question que je voudrais poser avant de conclure, c'est que peut-être pouvons-nous profiter de la crise actuelle pour s'interroger sur la capacité de la République en tant qu'institution à s'améliorer et à résoudre les problèmes et à surmonter les crises. Est-ce que la République aujourd'hui est le meilleur outil pour résoudre ces problèmes, avec ce que la République nous a montré en termes de fonctionnement, avec ses qualités, avec ses défauts, avec le poids des lobbies, avec cette incapacité apparente à se réformer. On entend parler de la 6ème République, Montebourg, Mélenchon notamment, mais il y a une dimension institutionnelle vis-à-vis du jeu de la République, du rôle de la République, qui n'est pas à exclure. J'ai entendu quelqu'un dire il n'y a pas longtemps qu'il fallait supprimer le poste de Premier ministre, parce qu'effectivement,
on s'aperçoit qu'il y a il y a un super Premier ministre qui est le président de la République, et puis on a un Premier ministre qui est un peu au turbin tous les jours. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas la capacité à devoir réfléchir sur cette évolution institutionnelle qui aujourd'hui fonctionne de manière un peu chaotique et qui, avec un exécutif à deux têtes, inévitablement crée des lourdeurs, des redondances, des concurrences entre les personnes, notamment politiques, vous voyez à quoi je fais allusion, et qui finalement obère considérablement les chances de réussite de la République. Voilà, donc quels sont les outils qu'il va falloir mettre en œuvre pour gérer les ruptures inévitables qui sont devant nous? Et quels sont les outils qu'il faudra mettre en œuvre pour sauver la République s'il faut la sauver? Et quels sont les outils qu'il faudra mettre en œuvre pour inventer autre chose, s'il y a besoin? Je conclus en disant que la liberté, c'est une valeur universelle, et que de tout temps, les hommes ont voulu la goûter, et ceux qui en ont été privés savent bien mieux que d'autres le prix de la liberté. Donc je voulais vous lire une phrase qui est une phrase extraite d'un livre que j'ai lu et relu plusieurs fois, d'Albert Darié, qui s'appelle « Tu prendras les armes ». C'est l'histoire du groupe de résistants de Mins, dans le Trièves, qui a rejoint le Vercors et qui s'est soldé, comme vous le savez sans doute peut-être, par les terribles combats du Pas de l'Aiguille le 21 juillet 1944. Et là, on avait en face, on avait des maquisards qui étaient des gens de toutes conditions, politiques, intellectuelles, sociales, et qui avaient tous en eux le goût de la liberté, parce qu'ils en étaient privés, parce que leur pays en était privé. Et si aujourd'hui on peut parler de la liberté, c'est aussi grâce à eux. Donc je voulais vous lire la phrase qui me semble exprimer ce caractère universel autour de la valeur de la liberté. À partir de ce col, ils sont en République libre du Vercors. C'est un autre air qu'ils respirent. C'est le premier aboutissement de l'espérance qui se précisait dans l'attente interminable des derniers mois. En mettant le pied à ce col qui délimite le plateau, ils ont l'impression de franchir comme une frontière, laissant derrière eux leur France vaincue, occupée, pour entrer dans le pays de la liberté. Ils ont tous le réflexe instinctif de gonfler leur poitrine pour la remplir de cet air doublement pur et vivifiant qui n'est plus le même que partout ailleurs. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté et vous dire que je répondrai bien entendu avec plaisir à vos interrogations. Merci.